Bienvenue chez We Love Belgian Brands, le premier podcast qui tend le micro aux acteurs de la mode belge. Ici, on écoute les parcours, on cherche à comprendre les défis et à en tirer les apprentissages. Moi, c'est Astrid, experte en développement commercial, coach, conférencière. Et ce qui m'anime, c'est l'entrepreneuriat et accompagner les femmes dans la croissance de leur business et dans leur réalisation personnelle. Et moi, je suis Lynn et vous me retrouvez une semaine sur deux pour les épisodes en néerlandais. Alors voilà, tous les jeudis sortiront un épisode. Au creux de vos oreilles, on parle vrai, on raconte ce qu'est la réalité. Le but de chaque discussion, apprendre, échanger, s'inspirer. Belle écoute! Il n'y a pas de doute, dans le secteur de la mode, il faut désormais maîtriser le digital pour réussir. Créer de la désirabilité sur les réseaux sociaux, rédiger des newsletters impactantes, gérer des campagnes et générer des ventes en ligne. Avoir le bon partenaire est alors essentiel pour avancer sereinement. Spécialisé dans la mode et le lifestyle, Lending Partners accompagne depuis plus de 5 ans des marques dans leur performance en ligne. Les retours sur Anthony, David et leur équipe sont unanimes. Ce sont de véritables experts, à l'écoute des besoins de leurs clients et orientés résultats. Découvrez leurs cas pratiques et rapports sur leur site www.lending.partners. Je suis ravie de les avoir à nos côtés et les remercie pour leur soutien à We Love Belgian Brands. Belle écoute! Après avoir échangé avec Lynn de Gram pour l'épisode 81, je suis ravie d'être aujourd'hui avec Gaspard Poelman de AO76, une marque pour enfants. Et on est aujourd'hui là pour l'épisode en français. Dans l'épisode en néerlandais, Gaspard se livre sans filtre. Et on y comprend que l'école, c'était pas votre truc. Mais aussi, vous parlez de votre voyage, où vous avez été bloqué en plein Covid, d'un petit burn-out. On parle de méditation, de l'importance d'arrêter de travailler à 18h30. Et puis, ce que j'ai aussi aimé entendre, c'est on comprend que vous êtes bricoleur, travailleur, vous fédérez vos équipes, que vous les écoutez. Donc, c'était passionnant. Et aujourd'hui, je suis ravie d'être là, de poursuivre cette conversation. Et j'ai plein de questions qui me brûlent les lèvres. Bonjour Gaspard. Bonjour Astrid. Comment vas-tu? Première question, c'est toujours, est-ce que tu peux te présenter? Est-ce qu'il y avait un métier de rêve que tu souhaitais faire quand tu étais enfant? Donc, moi, je suis Gaspard, le CEO et la 3e génération dans l'entreprise familiale derrière la marque AO76. AO76. On dit 76, non? 76. Ah bah ouais, oui. On est en Flandre. Ouais. En Belgique? Ouais. Parce qu'en Flandre, on dit 76. Ouais. Et du coup, mon job que j'aimais bien faire comme enfant, c'était ou bien vétérinaire ou architecte. C'est ça, exactement. Ouais. Mais la vie en a décidé autrement. Et le fait d'être la 3e génération, ça a été comme une sorte de responsabilité, j'imagine. Ou de reprendre, raconte-nous comment ça s'est passé et c'est quoi aujourd'hui la réalité d'un poste de CEO à 30 ans d'une marque pour enfants comme celle-ci. Donc, comment que ça s'est passé? Donc, quand j'avais 10-12 ans, j'avais toujours envie de commencer dans l'entreprise familiale. Alors, il y avait la puberté et je voulais rien avoir avec mes parents. Rien. Évidemment. Ouais. Donc, alors, j'ai commencé à étudier l'architecture. J'ai fait la première année. Et alors, il y a un prof qui a adressé la classe et il a dit « Si t'es pas 100% motivé maintenant de terminer l'architecture, c'est mieux que t'arrêtes maintenant. » Moi, j'ai dit « OK. » J'arrête maintenant. Ouais, j'arrête. Je fais quelque chose de plus facile parce que c'était assez dur. Donc, j'ai fait le marketing alors. OK. Et tu te sentais pas motivé plus que ça? Pas 100% pour faire ça 7 ans. Ouais, pour étudier 7 ans. Ouais, bien sûr. Non. Et du coup, marketing, bonne école de base. Chouette. Ouais, bonne école de base pour simplement connaître la terminologie et tout le reste, mais la plupart de ce que je sais maintenant, j'ai appris ici, en faisant. En faisant, exactement. J'ai quand même trouvé que c'était intéressant ce temps que tu t'es offert à voyager, cette bulle comme ça, d'ouverture d'esprit aussi, de curiosité, d'exotisme. Qu'est-ce que t'en as retenu? J'aime être seul, parce que de nature, j'aime soigner pour les gens autour de moi. Alors, j'avais plus le reflet de devoir soigner pour les gens tout près de moi. Ouais. Donc, j'étais là tout seul, je pensais que à moi-même. Ouais. Et je promenais, à la fin de la rue, je regarde à gauche, à droite. On va à droite, hop. Ouais. Et comme ça, je me laissais guider par l'intuition. Et qu'est-ce que tu as préféré dans ce voyage? L'Amazonie. Ah, wow. Parce que là, j'ai fait un volontariat pour 1 mois
dans un centre qui en fait libère des animaux du trafic illégal. Ils les placent là, ils les remettent dans la nature. Et donc c'est la jungle de l'Amazonie qui est au Brésil. Au nord de Pérou, il y a Iquitos. C'est la plus grande ville du monde qu'on ne sait pas atteindre par route. Donc c'est que par avion ou par bateau. Donc j'ai fait 2 jours en bateau sur l'Amazonie pour y arriver. C'était fantastique. J'ai travaillé 1 mois dans ce centre d'animaux. En tant que bénévole pour un centre qui était là pour libérer, c'était quoi exactement? Pour en fait prendre soin et protéger les animaux qui ont été pris dans la jungle pour les vendre illégal quelqu'un d'autre. Ah ouais, d'accord. Ouais, je comprends. Et ils prenaient soin, après quelques mois, ils les relâchaient dans la nature. Ah, ok. Incroyable. Et parle-nous un peu plus de AO76. Donc, c'est la 3e génération d'une marque qui a été lancée par... Mon grand-père. Ton grand-père. Ouais. Et ensuite, 3 sœurs qui ont repris. Ouais, c'est 3 filles. Donc, mon grand-père a commencé en 76 en important des habits de l'Amérique. Il adorait l'Amérique, les grosses voitures, tout. Donc, il voyageait en Amérique. Et là, il avait au fait ouvert le tissu sweatshirt. Et le tissu sweatshirt, il n'y avait pas encore dans les années 70. Donc, il a vraiment commencé simplement à remplir des valises, vendre aux copains, copines, tout près. Et de petit à petit, c'était une valise, un conteneur. Plutôt revendeur de matière. Ouais, de sportswear. Ouais, et en fait, c'était la matière. Il était plutôt... Non, vraiment des Hanes, Fruit of the Loom, jerseys. Ouais, mais c'était que les matières. Ah non, les marques, tu veux dire. Les marques. Oui, les marques casual qui présentaient du sportswear. Ok. Ouais, avec le tissu sweatshirt. Oui, donc, je comprends bien. Ma mère dit que c'est au fait grâce à mon grand-père qu'on a du sweatshirt en Europe. Quel manteau. Ouais. C'est lui qui est arrivé avec cette tendance très américaine, ce côté, ce qu'on appelle casual, quoi. Ouais. Et alors, les années 80, il y a sa première fille qui est rentrée dans l'entreprise, faisait les foires avec mon grand-père. Et alors, les années 90, on avait notre première collection. Et il y avait déjà ma mère et ma tante. Et alors, en 97, il y a mon grand-père qui était gravement malade. Et alors, les 3 sœurs se sont vraiment mis ensemble. Ta maman, si je ne me trompe pas, elle est toujours là et elle fait le style. C'est sa 65e collection. C'est ça. C'est incroyable. Oui, plus de 30 ans qu'elle est la créatrice. Ouais. Elle a vraiment commencé de rien. Simplement, mon grand-père disait « ici, tu as un bureau et il faut qu'il y ait quelque chose qu'on peut mettre comme print. » Ah, génial. Et que ça, de petit à petit, elle s'est appris elle-même. Ouais, c'est ça, une autodidacte. Ouais. Et aujourd'hui, voilà, un duo mère-fils. Comment ça se passe? Très bien. Ouais, parce que ma mère, c'est vraiment une créative. Elle ne s'est jamais occupée du business. Bien toute la beauté, mais vraiment le business, zéro. Donc, elle me fait 100% confiance parce qu'elle ne sait pas mieux que moi. Ça me donne un peu peur, naturellement, parce que en fait, l'entreprise ici, c'est une collection de toutes mes idées et toutes mes décisions que j'ai prises. Ça fait continuer le business. C'est super. Ouais. Donc, c'est en effet, ça fait peur, mais c'est aussi une vraie marque de confiance, je trouve. Et puis, et alors, on en est où aujourd'hui? Tu me parlais déjà, donc là, on est dans le showroom Printemps-été 25, où vous avez conclu avec des jolis chiffres. On en est où aujourd'hui, en tout cas, sur le développement commercial? Donc, avec la collection S25, on s'est remis en contact avec un agent en Corée du Sud. Génial. Donc là, ils adorent la collection, les couleurs, les fits et les tissus. Spécialisé dans l'enfant. Ouais, spécialisé dans l'enfant. Ouais. Et ça va bien. En Amérique, on a aussi lancé il y a 3-4 saisons en B2B. Et là, ça se passe aussi bien. Donc, je pense que le B2B, pour le marché international, c'est très important. Ouais. Aujourd'hui, c'est combien de pourcents du chiffre d'affaires, le développement B2B? 40%. Ouais. Quand j'ai commencé, c'était encore 60%. OK. Donc là, on est à 40% B2B. Ouais. Et sur ces 40%, il y a combien de pourcentage sur la Belgique et combien sur l'international? J'ai juste fait faire la calcul. Donc, en Belgique, on est à 28%. Europe, avec la Belgique inclus... en Belgique, 28%. Europe, 54%. Et le reste, Corée du Sud et Amérique. Et États-Unis. Génial. Et l'Europe, c'est la France notamment? Il y a quoi d'autres marchés? Vous êtes au bon marché? Oui, on est au bon marché.
On était à Lafayette, mais ils veulent qu'encore se mettre sur les marques très luxe, donc les Dior, les Chanel. On était trop bon marché. OK. Comme marque d'enfant, donc ils vont plutôt le côté luxe. Bon marché, ça fait maintenant déjà presque 10 ans qu'on a notre vendeuse dans le bon marché, notre style. Chouette. Ouais, et on la partage avec Belle Rose, la vendeuse. Ah, c'est vrai, une clientèle fidèle et du coup, la solidarité des marques belges intelligent. Mais en France, j'ai comme l'impression qu'il y a peu de magasins multimarques. En Belgique, il y en a plein. Partout, chaque petit village a bien un petit magasin multimarque, mais en France, de moins en moins. Il y en a quelques à la côte méditerranée, à la côte atlantique. Il y a quelques bons clients. C'est pas un marché facile, la France. Non, c'est vrai. Et il y a d'autres pays européens qui sont importants pour vous en développement? L'Allemagne. Ouais, bien sûr. Va presque rattraper la Belgique. Ah, waouh. Ouais. Et si je ne me trompe pas, tu parlais aussi de l'Allemagne pour le online, pour la croissance du B2C, mais du coup digital. Comment ça se passe pour vous, le digital? En Allemagne, on fait encore rien directement de promotion. On a une fois testé avec quelques annonces par Facebook et ils aiment. Donc maintenant, on est en train de voir pour S25. Donc, Donc en 2024, on a mis l'attention sur la Belgique et l'Hollande. Génial. 2025 sera Belgique, Hollande, Allemagne. Super. 2026 sera Belgique, Hollande, Allemagne et question mark. États-Unis peut-être, non? Ouais, gros marché, ouais. C'est un trop gros marché. Je veux vraiment être un peu plus fort pour là. Parce que maintenant, on a déjà vu, on envoie des paquets B2C en Amérique. Mais pour les recevoir de nouveau ici, on doit plus payer que la marchandise. Ah, tu veux dire les retours? Les retours, c'est presque impossible. Non, en fait, il faut avoir un stock là-bas. Ouais. Il faut avoir... Donc, c'est une autre structure. Juridiquement, c'est aussi plus lourd, évidemment. Ouais. Mais je crois aussi encore toujours très fort dans les magasins physiques. Ouais. Donc maintenant, en début 2026, il y aura un nouveau magasin à Hasselt. Super, parce qu'aujourd'hui, vous avez déjà 5 magasins? 5 magasins, donc Anvers, Gand, Bruges, Knock et Newport. Ok, super. Et donc, encore Hasselt qui s'ajoute. Et maintenant, je suis en train d'encore regarder pour 2025 côté Bruxelles. Génial. Uccle, Waterloo. Ouais, tout à fait. Ouais, la Hulpe, tout ce coin-là, bonne idée. Ok, très, très intéressant. Vous travaillez avec Lending Partners pour le digital. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette collaboration? Je sais qu'elle s'est faite en 2 temps. Ouais. Parlons du deuxième temps. Là, maintenant, vous êtes on board ensemble. Comment ça se passe? Et est-ce que c'est un acteur important pour le développement aussi du online à l'international? Ça se passe très bien parce que notre autre agence qui faisait la même chose disait que c'était impossible d'avoir un ROAS tellement haut. Ah, super. On s'est remis avec Landing et tout s'est restauré, donc c'est très bien passé. Donc un ROS, c'est un retour sur investissement, enfin voilà. Mais c'est très agréable et c'est bien pour tester des photos, des types de creatives qui marchent bien. Comme maintenant, on a fait l'Hollande et la Belgique. L'Hollande, ça marche, on continue. Ouais. Donc, pour tester les marchés, aussi pour tester les régions, comme à Hasselt, on a un peu mis plus de budget pour voir si ça rapporte. Ah ouais, si c'est une bonne ville pour vous, quoi. Ouais. Donc, avec Lending Partners, vous avez un excellent ROS, un retour sur investissement. Qu'est-ce que tu voulais aussi partager sur cette collaboration? Oui, je vais quand même encore faire parler de la première partie qu'on s'était mis ensemble. Donc, moi, j'ai commencé en 2020. En 2020, j'ai commencé avec Landing Partners. Et alors, on l'a fait 1 an et demi. Alors, on était très contents de tout. Un nouveau partenaire disait, je sais construire le nouveau site et je sais faire la même chose. Moi, je pense, ah oui, facile, tout ensemble. Ouais. Mais après 1 an et demi, j'ai quand même vu que ça marchait pas. Ouais. Donc, je suis retourné chez Landing. Et en fait, David de Landing Partners, j'ai été ensemble avec lui de mes 3 à mes 12 ans à l'école. Oui, c'est drôle, c'est ça, en effet. Oui, et puis ce que je comprends, c'est qu'en fait, Landing Partners, c'est des vrais experts sur la croissance en ligne et pas forcément pour faire un site internet ou pour créer du contenu, mais c'est vraiment sur le fait de vous aider dans la performance, justement, des pubs méta qui sont des vrais compagnons de route, quoi. Et aussi, l'autre bureau de marketing faisait un peu de tout, de manger à chien, à je sais pas quoi. Et chez Landing, c'est que fashion. Ouais. Donc, il sait apprendre de tous les clients qu'il a. Ouais, tout à fait. Donc, si tu as
10 clients dans le fashion, tu sais un peu apprendre, ça marche bien chez eux, j'essaie chez là, et comme ça, ils ont une stratégie, en fait, très, très forte pour chaque marque qui est cliente. C'est ça. Et le fait de connaître si bien le secteur du prêt-à-porter, de la mode, enfant, comme beauté, je trouve que c'est très intéressant parce que les choses évoluent si vite que si tu t'éparpilles sur des secteurs, tu perds des tendances. Alors qu'il y a, et je trouve en plus que le prêt-à-porter, c'est vraiment particulier. Enfin, je veux dire, il y a quand même des modes de consommation qui sont différents. Donc, c'est bien de savoir les suivre. La problématique des saisons, des tailles. Enfin, je veux dire, tout le monde n'a pas ces mêmes problématiques sur le online. L'enfant, c'est plutôt plus facile à vendre sur le online que de l'adulte, tu crois pas? Je pense en fait pas. Non. Parce qu'une femme ou un homme, il sait, j'ai un 32 waist, 33 de longueur. Ouais. J'achète ça et ça va bien. Un enfant, ça grandit 10 cm par an parfois. Ouais. Et c'est facile qu'ils savent porter parce que les enfants sont aussi hypersensitifs. Donc, s'il y a quelque chose qui chatouille, ils remarquent tout de suite dans le magasin. Bon. Ça va main en main. Donc, ils font leur recherche en ligne. Oui. Ce qu'ils veulent avec les enfants. Ah oui, chouette. Et alors, ils vont au magasin parce que dans notre segment plutôt luxe, c'est vraiment... Ils veulent vraiment faire quelque chose avec leurs enfants. Simplement acheter en ligne, c'est facile, mais quand ils viennent en ville, ils vont aller boire un petit café, ils vont bruncher, ils achètent des habits pour papa, pour les enfants, pour tout. C'est vraiment une expérience aller en ville. Ouais. Et ça vient c'est bien complémentaire avec le online où, en effet, comme tu disais, tu regardes, tu fais du repérage, en fait, des pièces, des collections, des looks, d'où l'importance aussi des visuels. Et puis après, en effet, tu viens concrétiser. Moi, je sais que j'aime pas trop faire du shopping avec mes enfants et je peux trouver ça hyper pratique d'acheter en ligne. Mais c'est vrai que c'est aussi un moment vraiment de qualité que de pouvoir faire du shopping en ligne. Parce qu'au début que je commençais, je pensais je vais plus jamais ouvrir de nouveaux magasins. Ouais, si, en fait. Mais maintenant, je vois la force d'un magasin quand même... Pendant ces temps turbulents, c'est fou. Ouais, et t'as raison, c'est intéressant de le dire. La force des magasins, et c'est quoi? C'est le service, c'est... Le service, l'expérience. Donc, dans tous les magasins où tu reçois un petit thé, café, jus de pomme, il y a des jeux pour les enfants. Donc, les gérants des magasins, ils sont tous briefés. Ils font par nature. Bien sûr. Et ils prennent les enfants chez eux. Papa, assieds-toi. Maman, relax. Eh bien, on va aller essayer. Ouais. Parce qu'on veut jamais qui crée une frustration dans nos magasins entre enfants et parents. Ils doivent sortir meilleurs amis qui sont rentrés. Ouais, je suis d'accord. Et il faut que tout le monde soit content. Ouais. Ça, je trouve que c'est important. Pas juste la maman parce qu'elle a acheté, mais aussi que l'enfant, il est content de cette expérience et il a envie d'y retourner. Ouais. C'est cool. Oui, aussi pour les gérants, c'est très chouette de travailler de cette façon. Parce qu'alors, les petits-enfants passent et ils disent « Oh, je vais aller dire bonjour à Evelyne. » Oh! Ils donnent un câlin, ils n'achètent rien, mais c'est simplement, ils ont une tellement bonne relation avec la vendeuse ou la gérante. Ah, c'est super. Qu'ils adorent. Ouais, mais on sent, t'en parles aussi dans l'épisode avec Lynn en néerlandais, l'importance que c'est pour toi d'être justement proche des enfants et d'essayer de leur montrer qu'il y a autre chose que les écrans. Ça, c'est quelque chose dont vous parlez dans les boutiques avec d'autres jeux. Comment ça se passe? On a tous des jeux traditionnels et on a un jeu à grenouilles. Donc, c'est simplement des petites billes qu'il faut jeter dans des petits trous et alors tu gagnes des points. Il y a dans chaque magasin un mini skate ramp où ils savent s'amuser comme ça, miniature. Ils reçoivent un finger skateboard après le rachat. Mais pas d'iPad qui... Ouais. Non, juste à Gand, on a un grand projecteur. Mais là, quand je suis dans le magasin, je trouve fou que tous ces enfants ils regardent simplement vers le haut. C'est vrai? Ouais. Mais cette lumière bleue les attire. C'est les écrans. Ouais. Donc, tu vas le retirer? Il marche. Ça marche, donc je sais pas. C'est double. C'est des décisions difficiles. Ouais. Mais oui, ça attire toute leur attention. Ça m'étonne pas du tout. Donc, c'est dynamique, c'est attirant. Mais du coup, ils regardent peut-être moins les vêtements. Et ils sont peut-être moins attentifs dans le moment présent pour essayer, pour ressentir le vêtement. Oui, parce que moi, je préfère au fait qu'ils jouent avec les jeux qu'ils regardent l'écran. Ouais. Parce que même s'ils jouent les jeux, ils ne regardent pas les habits, rien. C'est le moment qui vient. Et maintenant, il faut essayer. Oh, je vais encore jouer un peu. Donc, ça, c'est un peu difficile. Mais ils aiment être dans nos magasins. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Ils veulent rester dans le magasin. Ouais. Tu disais que ta maman, c'est la créative et que toi, tu es plus sur les problématiques stratégiques et de distribution.
mais tu es aussi quelqu'un d'hyper bricoleur. C'est vraiment toi qui as fait les magasins. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait, par exemple, la prochaine boutique d'Asselt, qu'est-ce que tu vas mettre en place? Donc, la prochaine boutique d'Asselt, j'ai déjà très envie de le faire. Donc, t'aimes ça déjà, c'est rigolo. Ce sera début 2026. Je vais aller habiter presque un mois à Asselt et je vais faire le plombier. La plomberie, l'électricité, vraiment le gyproc. Ah ouais, c'est toi qui fais ça. Moi, je fais tout. Ah ouais, ça t'amuse. Ouais. Ensemble avec Philippe, qui me connaît déjà depuis que j'ai 3 ans. Ok. Il travaille encore toujours ici. Ça fait maintenant déjà 27 ans qu'il travaille ici. Et ensemble, ça marche. Ah, super. Et tu fais aussi les décors des showrooms ou quand vous faites des salons, c'est toi aussi qui mets tout ça en place, quoi. Tout. Ok. Vous faites encore des salons? C'est encore prévu de faire des salons sur les années prochaines? Qu'est-ce que tu en penses? Un salon, c'est toujours très double. Il faut qu'un bon client ou une bonne relation, et ça vaut la peine d'être là. Donc, comme le Petit Bimbo, ça devient de plus en plus petit chaque saison. Mais quand même, on reste y aller pour soutenir notre distributeur en Italie. On fait Preview Kids à Amsterdam, Supreme Kids Munich, à Dortmund, Düsseldorf une autre, Playtime Paris. Maintenant, on va aussi s'inscrire pour Playtime New York. Ok. Ouais. Donc, je pense que ça sont presque toutes les foires prominentes. Sur l'enfant. Ouais, sur l'enfant. Ouais. Donc, vous êtes encore vraiment un acteur des salons, quoi. Ouais. Vous continuez à être présent. Ouais, et c'est là où on fait des rencontres avec des agents, des partenaires, des distributeurs. Ouais. Il faut quand même un bon client qui reste 10 ans chez nous, ça vaut la peine. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Et si on n'est pas au salon comme au Petit Bimbo, ma mère dit c'est déjà 10 ans qu'on doute si on y va ou pas. Ouais. Mais quand même, on reste y aller, ça vaut la peine. Ouais. Et au début, 4 ans passés, j'avais honte des stands qu'on faisait. Parce que je connaissais les stands qu'on faisait avant. Ouais. Vraiment splendide, décor avec des arbres de Noël, de tout. Et alors, les dernières années avant que j'ai commencé, c'était comme ça un peu diminué. Mais chez tout le monde. Plus personne fait en fait un beau stand. Et moi, j'ai encore toujours la mémoire d'avant. La nostalgie. Donc, je veux vraiment faire des beaux stands. Des beaux stands, et c'est chouette. Beaux stands, bon marché. Ouais, et surtout si tu le fais toi-même, ça permet d'économiser certains coûts. Mais c'est chouette parce que ça permet aussi d'exprimer son univers, de se faire remarquer, d'attirer l'attention. Donc je pense que c'est assez pertinent que d'utiliser cet espace pour se faire remarquer. Mais c'est vrai que... Et même moi, j'aime voir le beau stand. Ça me rend fier comme ça. Waouh, c'est nous qui avons fait tout ça, toute l'équipe, tous les habits qui pendent. Ça donne valeur à tout, en fait. Ouais. À la marque, les habits qui pendent... Et à moi, Ouais. Une fierté personnelle, c'est hyper important. Ouais. C'est justement une de mes questions. C'est quoi, justement, les fiertés que tu as de ces dernières années? De quoi je suis le plus fier, c'est au fait l'équipe. Qu'on travaille tellement prochement ensemble, tout le monde prend vraiment ses responsabilités. Vous êtes combien? On est 21, plus maman et plus moi. Ok. Donc on est à 23. Super. Toute petite équipe qui déplace. Ici en interne, tu veux dire? Non, avec les magasins. Avec les magasins. Ouais. Ah ouais, génial. Donc on est à 14 ici au bureau et 7 dans les magasins. Génial. Et je peux te demander pour quel chiffre d'affaires? 5,5 millions. 5,5 millions. En 2023. 24 sera mieux. Pas mal. Ouais. Très bien. Et donc, sur les 5,4 millions, on était sur 60% en B2C, grâce aux boutiques et online, et 40% en B2B. Ouais. Et là-dessus, c'était quoi la répartition entre l'international et la Belgique? C'est ça, c'était ton 28% voilà, en Belgique, 54 Europe, et alors le reste, États-Unis et quelques Middle East, il y en a aussi quelques. C'est quoi, tu crois, tes prochains challenges? En fait, je pense pas trop, je les laisse venir. Le prochain challenge, c'est de continuer à trouver des bons agents qui ont un bon fit avec la marque. Ouais, je suis d'accord. Et de ne pas prendre trop de risques ou des risques très bien calculés. Ouais, c'est vrai. Tu as vu, alors bon, tu n'es pas depuis 30 ans dans la marque, mais quand même, depuis que tu es né, tu en as entendu parler. Moi, j'ai l'impression que, évidemment, enfin, tout le monde, le secteur a énormément évolué, les manières de consommer ont évolué. Il y a maintenant l'apparition du fast fashion, du ultra fast fashion. Dans l'enfant, tu le ressens aussi, il y a vraiment une évolution des consommateurs, avec aussi peut-être le vintage, la deuxième main. Est-ce que ça s'est plus développé? Est-ce que tu trouves que
que l'enfant est challengé par les temps qui courent? Le vintage. Le Vinted, tu vois, ce site où tu achètes deuxième main. Oui, deuxième main, vintage, c'est plutôt pour les adolescents. Ouais. Les petits, sûrement avec notre catégorie de luxe, les parents veulent qu'ils sont vraiment bien habillés, tout propre, tout beau. Donc, mais quand tu fais de la qualité, on peut aussi acheter deuxième main, tu sais. C'est ça aussi qu'on voit beaucoup qu'à à la fin des soldes, quand on va à moins 60%, il y a des gens qui viennent acheter et mettre sur Vinted pour plus. Ah, ouais, parce qu'on a vraiment une marque qui est connue pour la qualité et pour les tissus, et ça se revend très facilement sur Vinted. Ah, ok, incroyable. Oui, c'est vraiment un business. Il y a des gens qui viennent, donne-moi à 60, et ils mettent sur Vinted et ils vendent à plus. Quelle histoire, ce Vinted. Dis donc. Ok. Oui, souvent chez des enfants, c'est facile. Ah, il a grandi très vitement, je l'ai plus besoin, tout le monde croit. Ouais. Chez des adultes, tu penses, c'est déjà usé, ils veulent plus le porter, mais chez des enfants, c'est, il est trop grand. Ouais. On met sur Vinted. Ouais, bien sûr. Mais c'est très satisfaisant d'avoir des vêtements de bonne qualité que tu peux transmettre d'enfant en enfant dans la même famille. Ouais. Ça, je trouve que c'est une vraie gage de qualité et tu peux pas faire ça avec toutes les marques. Non. Donc, c'est là où vous vous démarquez vraiment. Oui, ce sont vraiment des tout petits détails, comme prendre du coton un peu avec des fibres un peu plus longues, que ça garde plus longtemps beau et bien. Et aussi, ce qui différencie une marque de semi-luxe comme nous et une autre sont vraiment des mini-détails. Un bleu a l'air un peu plus bon marché, l'autre a l'air vraiment « ah wow, classe ». C'est vraiment des différences minimes que les gens voient « ah oui, c'est une belle pièce ». Ouais, je suis d'accord. Oui, ce sont tous des petits détails. Au début, je disais à ma mère « oh, mais tu coupes quand même pas tellement des petits détails ». Et maintenant, je dis, non, chaque détail compte. Le care label, le packaging, tout doit être parfait. Ouais. J'aime bien cette expression qui est retail is detail. Tu vois, le retail, c'est... Ma mère, elle dit chaque jour. Ah bah oui. C'est vrai, le retail, donc les boutiques, c'est la force du détail. Et donc, en effet, l'importance de se faire remarquer par le détail, qu'en effet, parfois, le consommateur ne voit pas au premier œil, mais qui ressent de manière peut-être inconsciente. Donc, en effet... ouais. Et c'est à cause de ça que j'ai beaucoup plus de travail maintenant. Parce que je regarde vraiment dans le détail aussi. Behind the scenes, c'est important que les détails soient bien. Et je sais que j'ai plein à faire. Donc maintenant, les magasins, le concept des magasins, c'est de 2017. Ça fait déjà 7 ans. Donc après Assault, on va changer tout le concept. Renouveler les magasins, renouveler les boutiques. Ils disent que les grands le font chaque 5 ans. Renouveler les boutiques. Je trouve ça un peu trop vite. Mais on va tous devoir le renouveler. Ok. Et tu as aussi repris le wholesale. Tu es accompagné d'une collègue. Mais donc, du coup, toi aussi, tu rencontres les boutiques. J'imagine que tu vas sur les salons. Donc, tu entends aussi la réalité des boutiques. Est-ce que là, tu vois aussi des changements et des évolutions? Je pense que les boutiques avec une identité très forte vont continuer à exister. Ceux qui rentrent ici dans le showroom et ils vont pas à travers la collection... non, oui, non, oui, non, oui, non. Eux, ils font bien. Ouais. Il y a aussi d'autres clients qui viennent, qu'est-ce que tu penses de ça ou de ça? Ils n'ont pas vraiment leur identité. C'est tout à fait vrai. Et c'est ceux qui vont avoir difficile parce que tu vas à un magasin multimarque, parce que tu aimes le style de la patronne ou de l'acheteuse. Et c'est vraiment, c'est vraiment mon style. Il y a des autres marques qui achètent, des autres magasins qui achètent les best-sellers chez chaque marque. Il y a moins d'âme. Ouais. Il y a moins d'approche personnelle. Je suis d'accord, je pense qu'une boutique, c'est presque comme une marque. Ouais. Quelque part, elle a aussi son ADN, elle devrait aussi avoir son logo, elle devrait aussi avoir son identité visuelle. D'ailleurs, en parlant de ça, vous avez vous-même changé de American Outfitters à AO, 76. Pourquoi? Qu'est-ce qui a été l'idée derrière ça? Est-ce que tu trouves que les gens disent AO? Comment ça se passe dans la réalité? Donc, on a changé de American Outfitters. C'était au fait AO American Outfitters. Ouais. On était vers AO 67. Ouais. 76. Ouais. Il y a quand 2017. OK. Ouais, parce qu'alors, on voulait... mes tantes voulaient aller au marché Middle East. OK. Ouais. Et là, c'était très difficile, le mot American. Ah, bien vu, d'accord. Et... pour le futur, il y a 20 ans, à l'Amérique, c'était super. Tout le monde adore les choses américaines, wow. Tout le monde pensait qu'on était une grosse boîte américaine. Oui, bien sûr. Ouais. Et maintenant, l'American n'a plus vraiment le même sentiment chez les gens qu'avant.
Donc, maintenant, on a fait... Moi, je suis en train de tout revoir parce que ça dit beaucoup plus facilement AO. Donc, je pense que je vais retourner à AO. On laisse bien le 76 à notre logo pour simplement montrer qu'on existe il y a presque 50 ans. Ouais. Mais AO, et dans le futur, j'aimerais bien donner une autre signification à AO. Que le A devient quelque chose d'autre et le O aussi. Et de petit à petit, c'est plus American Outfitters, mais c'est A. Authenticité, originalité. Ouais, comme ça, quelque chose. Ouais, ça peut être intéressant de réfléchir à vraiment des valeurs qui puissent être exprimées à partir du nom. C'est quoi pour toi, justement, les valeurs de la marque aujourd'hui? Éclectique, créatif, authentique et qualité. Ouais. Ça, c'est une valeur qu'il y a behind the scenes, mais quand tu rentres dans les magasins, c'est vraiment éclectique. Tu vois nos meubles, tout. Ouais. C'est comme ma mère et moi sont. Ouais, c'est ça. Avoir cette ouverture, super intéressant. Ouais. Et aussi dans les collections, on est authentique, très éclectique. Donc, tu vas avoir un petit chino chemise blanche, mais aussi un baggy short, baggy pants avec un sweatshirt oversized. Ouais, c'est clair. Ouais. Et c'est pas fait pour les enfants qui veulent déjà commencer à devenir skater, mais les parents sont pas encore prêts. Donc, alors ils vont... Chez AO, tu peux tout choisir. Tout est bien chez AO. Ouais. C'est pour ça qu'on ne fait pas les pantalons extra larges. Okay. C'est encore toujours assez classique, acceptable pour les parents, mais quand même aussi acceptable pour les enfants. C'est ça, super chouette. Et ici, on parle de mode belge. En quoi AO, c'est une marque belge? Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi être une marque belge? Mais je pense qu'on sait tous que les Belges sont aussi très éclectiques. On a un peu d'allemand, français, néerlandais. Absolument. On est un pays éclectique. Donc, c'est aussi la collection qui est comme ça, un mélange de tout. C'est ça pour toi, ce que ça veut dire, cette ouverture, le côté éclectique. Super intéressant. Et tu trouves que c'est un atout, tu le ressens en tant que marque belge quand tu te développes à l'international? C'est quelque chose dont vous parlez? Ça fait partie de vos arguments ou de vos... Pas encore assez. Donc, moi, j'ai bien maintenant mis partout dans les labels Designed in Belgium. Ouais. Donc, c'est de petit à petit qu'on recommence. Maintenant, les clients internationaux adorent le Designed in Belgium. Donc, on va de plus à plus dire qu'on est belge. Et je pense qu'en Belgique aussi, que c'est aussi nouveau, vraiment nouveau, parce qu'il y a 15 ans, c'était pas ça, mais que c'est aussi nouveau que les Belges sont contents de soutenir des marques belges. Et maintenant, en tout cas pour la femme, je peux vraiment l'expérimenter dans des boutiques multimarques. On peut voir maintenant 3, 4, 5 marques belges, là où il y a 10 ans, il n'y en avait pas du tout. Donc, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a ce support you local qui est en fait du bon sens, honnêtement, sur lequel c'est intéressant de surfer. Oui, je pense que c'est à cause de ça que ça marche, parce qu'on en a marre des multinationals. Sûrement, j'ai 30 ans, donc c'est ma génération qui commence maintenant à avoir des enfants. On pense plus, on est plus critique de tout ce qu'ils disent et on sait que tout n'est pas vrai. Donc c'est pour ça qu'on adore les petites marques, parce qu'on a une petite marque comparée à... Oui, il y a un mastodonte, bien sûr. Et la production, elle est où? En Asie encore. Elle est déjà un peu au Portugal. Et maintenant, pour F25, on regarde Tunisie, Maroc. Mais c'est aussi dangereux. Parce que ma mère a été à Londres il y a 2 jours, vers une toute grande foire, j'ai oublié le nom. Et là, il y avait un producteur de tissus au Portugal. Et ma mère dit, vous travaillez alors avec beaucoup dans l'usine et tout. Non, à 20. Donc, eux, ils achètent au fait simplement le tissu en Inde, ils font développer en Inde, ils importent au Portugal, ils vendent ici comme tissu portugais et ils renvoient alors tout là. Ouais, bien sûr. Donc, c'est pas parce que c'est fait en Europe que c'est 100% bien. Je suis d'accord. Ouais, bien sûr. Et c'est pas parce que c'est fait en Chine que c'est mal. Absolument. On travaille ensemble avec des petites usines, maximum 200 personnes, entreprises familiales et tout. Et on fait toujours le tour avec le propriétaire de l'usine. Et si tu vois les employés regarder vers le bas, stop. Mais si c'est vraiment le patron qui dit « bonjour à tout le monde », c'est « OK ». On aime, parce que s'il faut coudre ici ou en Chine, c'est simplement toutes les journées à coudre, c'est...
Oui. Ça reste un job de fabrique. Hein. Et puis surtout, les gens en Belgique ne veulent plus faire ce métier-là. Et tout le monde fait des études. Et puis, ça coûterait beaucoup, beaucoup trop cher en frais. Ouais. Et c'est ça la réalité. Tu vois alors aussi les vidéos qu'il y a les madames qui coudrent toute la journée simplement la même chose. Si c'est maintenant en Chine ou ici. Aussi en Chine, ils ont maintenant aussi un salaire minimum qu'ils doivent respecter. Donc, de petit à petit... Les choses évoluent. Et puis, il y a l'intelligence artificielle qui va encore venir challenger tout ça. J'espère que ça ne va pas remplacer la créativité. Non, la créativité, certainement pas. Mais le travail à la chaîne, à mon avis, certainement, oui. Mais on est dans le fashion avec des tissus qui bougent. Donc, c'est très difficile de faire par un robot, je pense. OK. Ouais. Je pense que les choses vont avancer vite. Mais je suis persuadée que la créativité, ça restera toujours le propre... de l'homme et de la femme, évidemment, mais je veux dire de l'âme humaine, en tout cas. Par rapport à la mode belge, j'aime aussi toujours bien poser comme question qui, dans le secteur de la mode en Belgique, t'aimerais écouter à ce micro? Comme que je dis déjà à Lynn, c'était la Madame de Morley. Ah oui, c'est ça. Ouais. Oui, d'accord, tout à fait. Oui, c'est un couple, je crois. Ouais. Je les avais déjà rencontrés. Bonne idée. En effet, plus haut de gamme, je pense, plus pour les communions, les mariages, des très jolies robes. Très bien. Le couple derrière Morley. Bonne idée. Merci beaucoup, Gaspard. Est-ce que tu veux profiter de ce micro pour encore partager quelque chose? Pour te dire une dernière chose, je suis très fier que je sais réaliser tout ce que je fais ici les dernières 4 ans, qu'on grandit saison après saison. Et que ça montre qu'en travaillant très dur, très beaucoup d'heures et prendre des bonnes décisions, tu ne dois pas trop penser à tout ce qui se passe au monde, simplement avoir le focus dans ton entreprise et suivre ce que tu veux faire. Ouais, c'est une belle leçon, en effet. Rester concentré, focus, et c'est vrai que ces dernières années, elles ont été quand même pas si évidentes, et de pouvoir être fier de ces résultats, c'est vraiment hyper inspirant. Oui, parce que si tu as toujours peur de ce qui va venir, tu n'avances pas. Oui, bien sûr. Il faut simplement aller up. Comme maintenant, j'ai acheté le bâtiment à Solt. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais viens, on y va, on fait. Avoir confiance, en fait. Confiance. Ok, tu sens ça? Que tu as confiance dans l'avenir, confiance dans ton équipe? Les 3 premières années, c'était vraiment « qu'est-ce que je fais ici ?» Ça va jamais marcher, mais maintenant, c'est vraiment, OK, de petit à petit, je commence à avoir confiance dans mes décisions que je prends. Ouais, après 4 ans. Et je les prends aussi beaucoup plus vite maintenant. Ouais, bien sûr. Ouais. Super. Et tu continues toujours l'idée de la méditation, de terminer à 18h30, d'aller voir quelqu'un tous les 15 jours pour... Je trouvais que c'était hyper inspirant et qu'on n'entendait pas souvent ça. Visiter ma grand-mère souvent aussi, mais arrêter à 18h30, impossible. Ouais, impossible. Parce que je suis très content. Demain, c'est mon dernier jour de travail. Alors, je pars 3 semaines en vacances. Ah, génial. Mais donc, les 2 mois passés, j'ai presque travaillé chaque week-end, vraiment up. Donc, maintenant, je suis vraiment à bout. Je suis vraiment à bout. Depuis juin à... Fin août, j'ai eu 1 week-end, 2 week-ends. Oh, et comment t'expliques ça? Parce que c'est quand même pour les livraisons, t'as dû continuer à... De tout. Ouais. Parce que ici derrière, il y a un tout grand stock. Ouais. Et c'était une collection de 20 ans de tout. Ouais. Donc, je me mettais vraiment le week-end, petite musique, et je rangeais. Ah ouais, trier. Et je réorganisais, trier tout. Ranger les filtres. Ah là là. Et c'est chouette parce que je dois faire ça une fois. Une fois bien, et c'est... Ouais, je suis d'accord. Ok, ouais. Donc, en effet, tu avais parlé un peu de burn-out sur le premier épisode. Mais je pense que c'est, de nouveau, toujours la période fin août, début septembre, un peu burn-out. Ouais. Donc, maintenant, j'ai aussi le sentiment... tu prends pas de vacances, tu travailles trop, et donc, du coup, d'essayer d'anticiper ça. Et aussi, en été, tu avais vraiment une vie sociale un peu plus haut. Donc, les soirées, je faisais encore toujours les barbecues et tout. Donc... Ouais. Du coup, tu dors moins, c'est ça que tu veux dire? Ouais, vie sociale un peu élevée, plus travailler beaucoup, impact sur le sommeil. Ouais. Ok. Non, c'est important de le dire aussi. Mais je le fais avec grand plaisir. Ouais. Ça sent pas comme travailler. Ouais, c'est ça. Ça se ressent aussi. Ouais. Eh bien, écoute, un grand merci pour toutes ces leçons de persévérance, de travail que tu témoignes aussi dans cet épisode. Merci à toi, Gaspard. Merci.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à le partager et à le noter de 5 étoiles. Ensemble, diffusons les histoires inspirantes et les conseils précieux des entrepreneurs qui constituent la mode belge. Et si vous voulez en savoir plus, rejoignez-nous sur Instagram, WeLoveBelgianBrands_podcast et aussi sur LinkedIn sous les pages Astrid.Lefebvre et Lindegram.